Enquête ce soir sur les administrateurs de biens. Ils sont désignés par un juge pour aider celles et ceux qui ne savent plus gérer leur quotidien. Toute personne qui estime que quelqu'un mérite une protection peut en faire la demande. On ne prendra une mesure de protection que si c'est nécessaire. L'administrateur se charge notamment de la gestion des finances, mais c'est la porte ouverte à d'éventuelles dérives. À partir de ce moment-là, nous avons un nouvel administrateur provisoire qui est rentré dans notre vie et qui, en quelques semaines, a tout fait pour m'évincer et prendre ma place. J'ai vraiment été choquée, car cet argent est parti et je ne sais pas où il est parti. Des escrocs sans scrupules profitent de leur position pour spolier les personnes sous administration. Je te sucre 4 800 €, 5 004 et ça s'est arrêté à 80 000 € au bout de même pas une dizaine de mois d'administration. Bienvenue dans Investigation. Bonsoir à tous. Plus de 120 000 Belges ne sont plus capables de gérer leur argent et leurs biens. Ils ont besoin de la tutelle de ce qu'on appelle un administrateur de biens et nous sommes tous susceptibles d'y être confrontés un jour ou l'autre pour un proche ou pour nous-mêmes. Des hommes et des femmes de confiance censés protéger les plus vulnérables, mais certains profitent de cette fragilité pour voler des sommes parfois colossales. De véritables escrocs qui sévissent dans un secteur où les contrôles se font beaucoup trop rares. Administrateur de biens, un paradis pour les fraudeurs. C'est une enquête de Martin Ernst et Axel Van Weenberg. Annie Lejour est ce qu'on appelle une administratrice de biens. Elle rend visite à un de ses administrés. Depuis un Covid long, Jean-François ne peut plus gérer ses biens. Ça va, monsieur Villain? Ouais. Le programme, en fait, c'est d'attaquer directement le problème du logement. Ouais. Parce que là, et je constate sur place qu'effectivement, c'est pas possible, vu votre état de santé, de rester ici. Ouais. Je serais quand même rassurée si dès maintenant on se mettait d'accord sur le fait que je me charge du problème logement, oui, mais que vous, de votre côté, vous ressentiriez sur vos soins. Ouais. J'ai un peu peur que vous n'allez pas vous faire hospitaliser alors que médicalement il le faudrait. C'est parce que j'en ai un ras-le-bol de souffrir tous les jours, madame. Ouais, c'est ça. J'ai la morphine tous les jours. Je suis shooté tout le temps, en fait. Oui, je comprends. Annie Lejour est avocate, comme la majorité des administrateurs de biens professionnels en Belgique. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, faites-le moi savoir. Parce que le problème, c'est que si je ne suis pas au courant, je ne sais pas du tout vous aider, vous voyez. Donc ça, ne pensez pas, monsieur, que vous allez déranger quelqu'un. Vous ne dérangez personne. Quand il y a un problème, vous le faites savoir. Ça va aller comme ça, monsieur? Ouais. Je pense que monsieur, il a vraiment mal, en fait. On va C'est vous parce aider. que j'ai des problèmes. Oui, je vois bien. Je vous aide ou quoi? Ouais, vous pouvez Et comment? me tenir, on Vous va tenez? pas Allez, le hop, on y va. Avec mon gabarit, remarquez que si vous tombez, vous m'embarquez avec. C'est pas grave. On sera deux à Ouais, l'hôpital. Hein. C'est ça. Je lance la machine, là? Elle se lance toute seule, elle est programmée. Ah ouais, ben ça va, ok. Et si j'appelais quand même les urgences aujourd'hui? Parce que je trouve que vous n'êtes pas bien. Ouais. Je vais le faire maintenant. Ouais. Ça va? Jean-François est une des 120 000 personnes placées sous administration de biens. Parfois aussi sous administration de la personne. On appelle les urgences. Hein. La RTBF venait filmer sur un reportage des administrations de biens, enfin, rien à voir. Et là, monsieur, il a fait un malaise. Ça va? Ah, trop. Moi, au départ, je suis mandatée pour les biens. Et là, je vois... Enfin, ce que je constate, c'est que monsieur, il ne se soigne plus parce qu'il est désespéré. Et là, la vraie réflexion, c'est de savoir est-ce que je ne dois pas saisir, mais tout de suite, hein, le juge de paix en demandant qu'on me mandate au-delà sur la personne. Parce que je dois vraiment l'aider, plus que l'encourager au niveau de ses soins. Parce qu'ici, il est démissionnaire, il se laisse partir comme il est là.
C'est une manière de se suicider. On n'appelle pas les secours, on ne va plus aux soins. Voilà. Monsieur, je téléphone à Logan après. Hein. Et je ferme la maison. Ça va? Je m'occupe du chat. Vous inquiétez pas. Hein. Ça va? L'administratrice est en contact avec le fils de Jean-François. Pour fermer la maison, comment je fais? Parce que j'ai pas la clé en fait. Ou alors je clappe la porte contre. Si vous avez une clé, ça va, on n'a rien de mal fait. Voilà. Le chat, par contre, il est dans la maison, là, il court, donc il ne peut plus sortir. Eh ben voilà. Vous me tiendrez au courant. Hein. On se tient au courant l'un l'autre, en fait. On va faire ça, monsieur. L'administration de biens, ça peut nous tomber dessus demain. Une maladie, un accident de la vie, ou simplement vieillir et devenir incapable de gérer nos biens. J'ai fait un gros burn-out. J'aurais jamais pensé en être victime. La loi est censée nous protéger. Malheureusement, parfois, ça se passe mal. Je suis toujours en train de demander qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Je suis l'escroc qui vient piquer l'argent de leur mère. Mais moi, je veux qu'on me libère, je suis en prison. Ouais, c'est le bazar, là. Les administrateurs de biens gèrent notre argent. Ils brassent des millions d'euros. Peut-on leur faire confiance? Je crois que si je le rencontre, je pense qu'il va devoir me rembourser. Mais je le trouve pas. Ce n'est qu'au décès de mon grand-père que je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait plus d'argent. Zéro. Je voudrais que la justice fasse son travail et je voudrais récupérer ce qui me revient de droit. Investigation s'interroge sur le contrôle des administrateurs de biens et vous met en garde sur une loi que la plupart d'entre nous ne connaissent pas. Notre enquête commence en SB, dans un cadre bucolique. Nous avons rendez-vous avec un premier témoin. Depuis le décès de sa maman, il y a un an, Cécile n'est plus revenue sur place. Ce cadre qui a l'air de faire rêver, je vis ça avec une grande pression au cœur parce que c'est vraiment été le lieu de coupure entre ma maman et moi et mes enfants. C'est devenu pour moi quelque chose d'impossible à vivre et de très difficile de revenir ici. En 2017, la mère de Cécile est placée en maison de retraite. Dès son arrivée, elle est mise sous administration de biens. La directrice m'a directement présenté le fait qu'elle avait introduit une demande d'administration des biens, en essayant de me persuader que c'était la meilleure solution pour tout le monde et que c'était une facilité pour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai vraiment, non pas le sentiment, mais la conviction que nous avons tous été trompés. Ma maman en premier et la famille ensuite. Avant son placement, la mère de Cécile vivait dans un appartement de la région liégeoise. Elle avait l'école en face où elle vivait vraiment au rythme en fait, des récréations et des enfants qui sortaient. Elle allait promener son petit chien. Un petit chihuahua qui pour elle est vraiment sa raison de continuer, sa raison d'exister. Elle dit d'ailleurs c'est mon bébé. Le premier choc, c'est la rupture avec le petit chien et le lieu de vie. Le deuxième choc arrive quelques jours plus tard. Alors que je me suis rendue avec mes 2 filles cadettes au home de ma maman pour sortir ma maman au restaurant, comme je le faisais régulièrement jusque-là, l'infirmière en chef m'a dit à madame, vous ne pouvez pas sortir avec votre maman. Il y a une décision qui a été prise, vous ne pouvez plus sortir avec votre maman. Je tombe des nues. Après les biens, la mère de Cécile est sous administration de la personne. Cette fois, Cécile ne le sait pas. La maman n'a plus le droit de prendre aucune décision pour sa personne, que ce soit en termes de sortie, mais aussi pour consulter. Interdiction de consulter un médecin hors du home sans l'autorisation de l'administratrice. Elle ne peut plus non plus, c'est important, quitter le home. C'est l'administratrice de la personne qui prend toute décision. À Bruxelles, un autre témoin, Maria, raconte une procédure similaire.
En 2013, sa mère est placée dans un home bruxellois. Quand l'ancienne direction demande l'administration de biens et de personnes, Maria est tenue à l'écart. Quand je téléphone à ma maman me dit « Ah, tu sais, j'ai eu la visite de 3 personnes, mais gentilles. » Elle me dit « Tu sais, moi, je n'ai pas eu d'inquiétude. » Ah, ben, je dis « C'est bien, maman, tant mieux. C'est que, tu vois, on s'intéresse à toi. Ils ont fait peut-être une petite recherche, vu que ça fait 2 mois que tu es là. » Enfin, soit. 2 semaines par la suite, je reçois un courrier. Mais au moment même, je ne fais pas vraiment attention. Je ne connaissais pas ces termes. Je ne voyais pas ce qu'on me voulait, la justice de paix. Donc, avec ce courrier, je me rends chez un ami à moi qui est avocat et qui me dit « Mais Marie, est-ce que tu as fait une demande de tutelle ?» Je lui dis « Non, absolument pas. » Donc sur ce, je suis restée vraiment perplexe parce que je ne comprenais pas. Maria est une femme de caractère. L'administrateur de biens va s'en rendre compte le jour où Maria veut reprendre sa mère à la maison. Et ce jour-là, je le vois arriver. Il y avait mon petit garçon, ma maman et moi. Et il ouvre la porte sans frapper. Il était mal tombé parce que j'étais là, j'étais toujours chez ma mère, tous les jours. Et je le vois arriver, « Ah, Madame Castronovo. » Et là, naturellement, je lui dis, « Vous faites quoi ici ? Je suis venue prendre des nouvelles de votre mère et vous dire que vous ne pouvez pas la prendre chez vous. Vous êtes qui ? Sortez. » Sortez, je dis, parce que là, je vous balance par la fenêtre. Et j'étais dans un tel état que je pense qu'il a eu l'intelligence de le comprendre. Après les témoignages de Maria et de Cécile, on s'interroge. Qui peut demander l'administration d'une personne? Est-ce un rituel dans les homes? La famille a-t-elle voix au chapitre? Exceptionnellement, un juge de paix accepte qu'on le suive dans un home de la région liégeoise. Désolé de vous perturber, je suis aujourd'hui accompagné de la TBC. J'étais prévenu de votre visite. Vous pouvez peut-être exposer dans l'espace. Voilà, c'est parfait. C'est le juge de paix qui décide d'appliquer la loi. Alors, madame est l'épouse. Aujourd'hui, le magistrat doit se prononcer sur une demande de protection d'un résident. Le juge doit convoquer la famille. C'est la loi. Sa santé s'est dégradée, j'ai lu. Moi, je dois m'en rendre compte personnellement, c'est pour ça que je viens, mais je vois bien qu'il ne suit pas la conversation. Et dès lors, première chose, il peut rester avec nous, ou bien on peut le ramener dans sa chambre s'il n'est pas bien ici. C'est comme vous préférez. Toute personne qui estime que quelqu'un mérite une protection peut en faire la demande et il peut déposer une requête en ce sens et y joindre un rapport médical s'il en a un. S'il n'en a pas, on désignera un expert pour vérifier quel est l'état de santé de la personne à protéger. Vous l'avez bien entendu, n'importe qui peut demander de mettre quelqu'un sous protection, même un voisin. Le juge confirme, les maisons de repos, comme les hôpitaux, font souvent la demande, notamment pour garantir le paiement des factures, mais aussi en cas de conflit familial. La désignation d'un administrateur à la demande d'une maison de repos n'est pas du tout un rituel immuable. Le juge de paix est toujours parfaitement libre d'y faire droit ou non. Je peux désigner un membre de la famille et la loi prévoit qu'on doit privilégier le choix d'un membre de la famille. Ici, vous proposiez la désignation de votre frère. C'est votre fils qui va signer et gérer à la place de votre mari. La règle légale est que le juge de paix doit de préférence désigner un administrateur familial, c'est-à-dire un administrateur choisi dans l'entourage de la famille de la personne protégée. Et à défaut, un administrateur professionnel. Autour de l'administré, 3 acteurs clés. Le juge, l'administrateur, de préférence quelqu'un de la famille, ou un professionnel, généralement un avocat. Il y a aussi une, parfois 2 personnes de confiance. La personne de confiance sera très importante. Elle sera le porte-parole de la personne protégée.
Et comme personne de confiance, je peux vous désigner, vous et votre maman. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, madame, de tout ça? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Et cette personne de confiance peut donc interpeller l'administrateur et le juge de paix lorsque quelque chose, à ses yeux, se passe mal ou pose problème. Si la personne de confiance n'est pas écoutée, c'est une anomalie. Pour Maria et Cécile, il y a eu des anomalies. Cécile savait pour l'administration de biens, mais pas pour la personne. En outre, son rôle de personne de confiance n'a pas été respecté. Elle se souvient d'une audience avec la juge de paix. Je suis personne de confiance et cette audience commence par des invectives de la juge à mon égard concernant ma façon de remplir mon rôle de personne de confiance, que je n'ai pas à faire de reproches à l'administratrice. Et donc elle me dit, la juge, écoutez, si vous continuez à mettre des bâtons dans les roues de l'administratrice, nous vous retirerons ce rôle de personne de confiance. C'est une menace, clairement une menace. Très incisive. Maria, elle, n'a pas été prévenue du tout de la procédure. Le choix d'un administrateur familial n'a même pas été envisagé. Moi et mes nièces, nous n'étions pas des personnes incapables de gérer ma maman. C'est un abus, voilà, je le vois comme un vol et un abus de pouvoir. Pour nos premiers témoins, la loi fut mal appliquée. Dans leur histoire, un home est à l'origine de la demande d'administration. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça peut alors vite virer au drame. Près de Charleroi, Annie nous lance un appel au secours. Elle a été placée sous administration de biens à la demande de ses 3 filles. Je suis toujours en train de demander qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et la seule chose que j'ai trouvé que j'avais fait mal, j'ai rencontré un compagnon, c'est tout. Quand Annie a rencontré Georges, il y a 3 ans, elle a acheté une nouvelle maison pour y vivre avec lui. Quand j'ai vu le jardin et tout, je dis, c'est la maison de mes grands-parents. Voilà. C'est vraiment un coup de cœur, hein. Oh, bien. Très vite, Georges crée une société avec Annie. La société loue gratuitement la maison et facture des travaux de rénovation à Annie. Mes filles n'ont pas apprécié du tout. Elles ont peur que Georges me prenne tout mon argent. C'est vraiment... ça, quoi. C'est un brigand, un charlatan, un voleur. Tous les noms d'oiseaux y sont passés. Donc je suis l'escroc qui vient piquer l'argent de la mère et surtout le leur, hein, c'est ça le problème. Alors on a créé donc la société ensemble et ça a encore été un problème supplémentaire, c'est qu'elles se sont demandé ce qui se passait, etc. Et que j'étais en train de voler l'argent de leur maman pour faire la société, c'est pas vrai du tout, la comptabilité étant là. Les filles disent « Oui, mais il a domine, elles m'ont même écrit que j'étais un dictateur. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Depuis l'administration de biens, les dépenses d'Annie sont bloquées. Du coup, les travaux de rénovation aussi. Le plus dur pour Annie, c'est un incident survenu avec une de ses filles. Elle est venue près de moi et alors elle m'a dit « Maman, regarde-moi. » Je dis « Oui. » Regarde-moi bien. Regarde mes yeux, tu vois mes yeux? Ben, tu ne les verras plus jamais. Et elle est partie. J'ai plus personne, madame. Ça me fait très peur parce que si Georges n'était plus là, moi je m'en vais avec, hein. J'ai besoin de lui, quoi. Il me remonte le moral, il me fait rire tout le temps, parce que c'est un gai luron. On passe parfois 2-3 heures au milieu de la nuit à raconter des blagues. Avec lui, je suis bien, voilà.
Tous les matins, on se fait un petit bisou. Enfin, c'est une dame exceptionnelle. Je suis très heureux avec elle. Oui, sincèrement. Il y a de l'amour. Mais plus de l'amour comme à 16 ans, quoi. La santé d'Annie décline de plus en plus. Son espoir, que la procédure soit levée au plus vite. Mais moi, je veux qu'on me libère, je suis en prison. Bon, j'ai 73 ans, je dis, si on attend encore 2-3 ans, c'est directement dans une maison de retraite que je vais aller. Hein. Nous, on comptait vivre heureux ici, nous deux Georges, avec nos chiens et nos poules, le jardin. Voilà quoi. On voulait finir nos jours ici. Voilà. Le juge de paix viendra bientôt pour décider du maintien ou non de la procédure. On suivra ça de près. Nous allons d'abord à la justice de paix de Châtelet. On y retrouve Jean-François avec son administratrice. Jean-François est sorti de l'hôpital, mais reste incapable de gérer ses biens. Ensemble, ils vont demander d'étendre l'administration de biens à la personne. Je prends tellement de morphine, dans 20 minutes, j'aurai oublié le 3/4 de ce que vous m'avez dit. Et il y en a qui profitent de cette situation-là. Ça, il faut arrêter ça. Vous avez vraiment besoin qu'on fixe un cadre pour vous soutenir. Parce qu'on en profite, quoi. Oui, c'est ça. Vous avez peur qu'on profite de vous? Oui. Ces dernières années, avec le vieillissement et la précarité, les demandes de protection explosent. Parfois, comme Jean-François, c'est la personne à protéger qui le souhaite. La loi est très claire. Il faut toujours le critère objectif de la santé, physique et ou psychique. C'est le rempart contre l'arbitraire, le critère objectif. Est-ce qu'il y a une dégradation de l'état de santé? Et est-ce que cette dégradation a un impact sur la gestion par la personne elle-même de ses intérêts personnels ou patrimoniaux? Alors, pour la protection de la personne, vous envisagez quel type de mesures? Alors, je ne vous dirais pas choix de la résidence, mais choix des soins de santé, parce que par ce déclenchement... On va travailler en faisant du sur-mesure. Et donc, on ne prendra une mesure de protection que si c'est nécessaire, et uniquement dans la mesure où c'est nécessaire. On ne met pas les gens en prison, on les protège. On les protège contre tous ces désordres qui peuvent arriver parce qu'ils ne sont plus en situation de pouvoir se gérer eux-mêmes. C'est une protection. Ici, c'est vraiment le quotidien. Ça va? C'est comme ça? Pour Jean-François, la juge a donné son feu vert. Il ne gérera plus ni ses biens, ni sa personne. On s'est au courant, celui-là. Merci, c'est gentil. Qu'en sera-t-il pour Annie? C'est le jour J. Le juge de paix va arriver. Annie est stressée. Moi, j'y connais rien, la justice. C'est la première fois que j'avais affaire avec la justice, quoi. Moi, j'espère que cet après-midi, le juge va nous dire, voilà, vous êtes libérés. Je crois que l'après-midi, ce sera la grosse bataille, parce que nous sommes des victimes. Vous ne verrez pas l'audience. Le juge de paix a refusé qu'on filme les débats. Georges a dû s'expliquer sur sa fameuse société. Annie a pu exprimer son point de vue. L'atmosphère était très tendue. Après l'audience, les sentiments du couple sont contradictoires. Pour moi, c'était pas bien. J'ai même failli pleurer, tellement il me stressait. En plus, je voyais vraiment pas ce qu'il me voulait. Qu'est-ce que vous avez dit? Que moi, j'en avais rien à faire de tous leurs papiers, que je voulais juste qu'on vive heureux tous les deux, et qu'on n'avait rien fait de mal, et qu'on comprenait pas pourquoi on était dans des emmerdes comme ça, quoi. Est-ce que vous avez appris pourquoi le juge vous avait mis sous tutelle? Il a essayé de dire quelque chose, j'ai pas trop bien compris, hein. Mais je suis souvent optimiste, moi. J'ai un caractère optimiste, donc cette fois-ci, j'espère que je vais gagner. Moi, j'ai ressenti dans l'esprit du juge qu'il en a marre et qu'il veut trouver une solution. En fait, le durcissement n'est pas une solution. Il le sait.
Donc il a envie de clôturer le dossier, quoi. Donc moi je crois qu'on a des chances de ce côté-là. Mais il faut toujours penser à ça, et si on perd, ben on perd. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais moi je crois qu'on a quand même nos chances. On verra. La situation est complexe. Avant de décider, le juge Dany prendra le temps de la réflexion. Les magistrats que nous avons rencontrés ont déjà eu affaire à des cas semblables. Une personne qui demande la protection d'une autre ne peut pas être intéressée par son sort. Elle doit être intéressée par le sort de la personne concernée. Je pense que là, les problématiques sont tellement nombreuses. Sonder l'âme humaine et les esprits et les intentions, bonnes et mauvaises, c'est extrêmement compliqué. Dit que j'avais été poussé, son papa. Il faut creuser, il faut prendre le temps, il faut dialoguer, il faut prendre la personne seule. De la maison, c'est peut-être chez Il faut rassembler le maximum de moyens pour être au plus près. J'ai pas envie de dire la vérité, parce que la vérité, elle est fluctuante, mais au plus près de la réalité et de l'exactitude de la situation qu'on nous présente. Et l'amende est faite pour votre fille. Le juge de paix n'est pas l'ami de la personne. Il faut donc être dans l'écoute et aussi expliquer à la personne qu'à la fin du processus, le juge de paix tranchera et ne lui fera pas nécessairement plaisir, mais qu'il agira dans son intérêt. Un mois après l'audience, le juge de paix a tranché. Après une expertise psychiatrique d'Annie, le magistrat a décidé de maintenir la protection. Annie pourrait porter l'affaire devant le tribunal de première instance. Pour le moment, elle n'en a pas la force. Nous retrouvons Annie Lejour. Un de ses administrés a lui aussi été protégé contre son gré. Le plus important pour elle, c'est de créer un climat de confiance. J'essaie en premier lieu de rencontrer les personnes chez elle, parce que chez elle, je découvre un univers de vie. Bonjour, venez. La priorité de tout administrateur doit être le bien-être de l'administré. Dans mon GSM, j'ai, à mon avis, 10 numéros de GSM de chauffagistes, plombiers. Et alors, le vendredi, 16h, il faut trouver quelqu'un et je vais tenter de joindre quelqu'un et de trouver une solution pour ne pas que ma personne soit sans chauffage tout le week-end. Et ça, c'est le quotidien des administrateurs de biens. Alors, monsieur Lebrun, comment ça va? Ça va. Thierry est sous la protection de l'avocate depuis plus d'1 an. Comment ça va? À mon sens, tout évolue super bien. On Oui, est dans une belle énergie positive. Je suis étonné moi-même. Disons que le parcours entre janvier et aujourd'hui, l'automne, c'est énorme. J'ose même pas y penser parce que même si je remonte à 3 mois d'ici... C'est inespéré. Ouais. Faut pas se cacher. Il faut garder la même énergie et en même temps, vous savez que le principe même du régime de protection, c'est de vous tirer vers le haut. Ben, donc s'il y a une difficulté, on en parle et moi je m'adapte. Ouais. Donc c'est vous qui mettez la cadence. Thierry a été placé sous protection. Et lui, ce n'est pas à cause d'une histoire d'amour. J'ai fait un gros burn-out, donc il y a 6 ans maintenant. Je n'étais plus apte, je dois l'admettre maintenant, à être autonome, surtout d'un niveau social et financier. J'ai été trop loin dans mes dépenses, je vivais largement au-delà de mes moyens et je ne me rendais pas compte. Ça peut arriver vraiment à n'importe qui, ça va très vite, plus vite qu'on ne le pense. Moi-même, je connaissais déjà la définition de burn-out, etc. J'aurais jamais pensé en être victime. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui. On va monter un petit peu plus haut dans l'ultrason aujourd'hui. Depuis 6 mois, Thierry retravaille. Il est kinésithérapeute. Il n'a pas de voiture. Ce véhicule, moi je pense à moyen terme, il faudra quand même vraiment envisager cet achat parce que travailler avec des déplacements. Mais c'est ça, je perds 3 heures. Enfin, de Namur à la Louvière, en train, il me faut 1h30. En voiture, il me faut 40 minutes. Oui, ça c'est quand même trop compliqué. Je dois simplement faire attention à ce que je dépense, la justifier auprès d'elle, dire le pourquoi du comment et comment je l'envisage, bien sûr. Au niveau de votre argent de poche, vous pensiez à quel montant, monsieur? Parce que ici, pour le moment... Par mois, j'irais 850, par semaine 200. Oui. Faut avouer que c'est pas très romantique comme situation. Il faut laisser tomber sa fierté, sa dignité, même quelquefois. Et il faut admettre qu'on n'est plus rien. Et donc pour ça, il faut admettre de repartir de zéro pour réévoluer, quoi. Moi, c'est le mot,
réévoluer. Mon rêve est d'être autonome. C'est pas un rêve si éloigné que ça, je pense, mais d'un autre côté, ça me rassure que Maître Lejour soit là, personnellement. Parce que, encore une fois, ça me limite pas, mais ça me donne un repère, ça me donne cette marge de manœuvre. Dites, on va regarder un petit peu la liste que vous avez préparée, là, avec les points qui vous paraissaient importants. Vous ne saurez pas me dire. C'est Non. quelqu'un de très sympa, de très ouvert, très proche. Et ça, je pense que ça joue énormément. Le Minerval pour mon fils. Oui, alors ça... On peut lui confier beaucoup de choses. Je pense pas que c'est le cas de tout le monde, enfin de tous les administrateurs de biens. Elle, oui, en tous les cas, oui. J'ai eu beaucoup de chance. Après la première étape de notre enquête, on s'en rend compte, la loi de l'administration est privative de liberté. Pour certains, elle est une bouée de sauvetage. Pour d'autres, une prison. Parfois, on peut perdre tout son argent. Des sommes colossales. Qui sont les fraudeurs ou les tricheurs? Quelles sont les recettes pour frauder? C'est la deuxième étape de notre enquête. Pour connaître comment des administrateurs vont déraper, nous devons tout d'abord connaître les règles. L'administratrice Annie Lejour est en train de calculer ses honoraires pour la gestion d'un dossier. La loi a fixé une limite. La prestation ordinaire, c'est-à-dire la gestion des biens de manière tout à fait ordinaire, le tout venant, c'est 3% des revenus de la personne protégée. Donc imaginez une pension de 1 200 € par mois, on rapporte ça sur un montant annuel, on calcule les 3%, c'est un montant qui n'est pas soumis à la TVA, c'est un des rares cas. Et à côté de ça, il y a les frais administratifs qui sont au nombre de courriers adressés, au nombre de kilomètres que j'ai parcourus. En grosse moyenne, je vais toucher par an entre 500 et 1 000 € d'honoraires pour un dossier classique. Mais je ne vais pas vous dire que ça ne rapporte rien du tout. Non, je suis adéquatement rémunérée en moyenne pour les prestations que je fais. Dans les honoraires de l'administrateur, 3 sources de rentrée. Les 3% de revenus de l'administré, le remboursement des frais. L'avocat peut encore ajouter des prestations exceptionnelles, par exemple la vente d'un immeuble. Là, je vous dirais qu'on peut avoir des taxations qui sont, je vais vous dire la taper de 2 000 voire 3 000 € si on a vendu cet immeuble. Et attention, que l'avocat ne peut pas faire doublon avec une agence immobilière. Moi, je suis à Châtelet, je n'ai pas eu des administrations où j'avais des mines d'or à réaliser. La plupart des dossiers sur lesquels j'interviens, les gens ne sont d'ailleurs pas forcément propriétaires. Pour ces revenus, ces frais et ces prestations exceptionnelles comme la vente d'un bien, l'administrateur est censé avoir l'accord du juge. En outre, l'administrateur ne peut vendre un bien que si c'est vraiment nécessaire. Seulement voilà, tout le monde ne respecte pas les règles. Pour tricher, les méthodes sont variées. Nous retrouvons Cécile, notre premier témoin. L'administrateur a vendu l'appartement de sa mère. Dans son cas, était-ce vraiment nécessaire ? L'appartement n'avait pas du tout d'intérêt à être vendu à partir du moment où ma maman n'avait pas besoin de ces liquidités-là, qu'elle avait des avoirs suffisants, qui étaient même supérieurs au montant de l'appartement. Cet appartement, au départ, était mis à prix à 220 000 €. Finalement, on aurait pu descendre le prix à 200 000, mais il a été vendu à 165 000 € pour un appartement de 10 ans, de 2 chambres, une centaine de mètres carrés. C'est tout à fait aberrant. Comme Cécile, Maria pense avoir été spoliée. Au décès de sa mère, elle découvre ce qui reste du patrimoine. Elle ne l'a toujours pas digéré. J'ai reçu des papiers avec ce qu'il restait. J'ai été choquée. J'ai vraiment été choquée.
Car cet argent est parti et je ne sais pas où il est parti. Voilà. Combien? Une histoire de 160 à 170 000 euros. Et lui, il disait que cet argent, c'était nous qui l'avions dépensé. Donc, de fil en aiguille, j'ai laissé tomber. Sans vraiment laisser tomber. Parce que je voudrais rencontrer cette personne. Nous l'avons cherché, je l'ai cherché. Mais nous n'avons pas su avoir l'opportunité de pouvoir avoir un échange avec cette personne. Il a disparu. L'administrateur de la mère de Maria est un avocat bruxellois. Aujourd'hui, 3 témoins l'accusent. Il y a Maria, il y a aussi Angela. Mais moi, ce que je comprends pas, on regarde sur Google et tout ça, il y a 36 000 adresses, mais il n'y en a pas une qui est bonne. Angela est la première à croiser la route de l'avocat, par son amie Arlette Grimbert. À l'époque, en 2013, Arlette est malade, sans famille. Elle vit chez Angela qui gère ses biens à sa demande. Des travaux sont à faire pour aménager la maison de vacances. Pour éviter tout conflit d'intérêts, le juge de paix désigne l'avocat bruxellois pour gérer le chantier. C'est un tsunami dans notre vie, qui a chamboulé toute notre vie. Pour moi, c'est un infâme. À peine arrivé, l'administrateur accuse Angela de profiter d'Arlette. Une bataille judiciaire s'engage. L'administrateur bruxellois paye notamment sa défense avec l'argent d'Arlette. Ça a été un déluge d'honoraires. Toujours avec cette phrase sibylline que j'adore. Pour le bien-être de la personne à protéger. Et puis voilà, voici que je te sucre 4 800 €, 5 004 et ça s'est arrêté à 80 000 € au bout de même pas une dizaine de mois d'administration. Je n'ose pas penser à toutes ces personnes qui ont été mises sous sa tutelle. Les drames qu'ils ont vécus. Dieu sait combien de personnes qui n'ont pas su se défendre. Ont subi simplement. Et qui n'ont rien pu faire en plus, parce que quelque part... Tout le monde n'a pas les moyens non plus. Oui, mais déjà toi... Intellectuel, moral, oui, mais quand toi t'as fait déjà tout ce que t'as fait, tu n'y es pas arrivé. Imagine-toi quelqu'un... Moi, j'y suis pas arrivé. Imagine-toi quelqu'un qui n'a pas... de ressources. C'est qui ne sait rien faire, quoi. C'est pas possible. Oui. Dès l'origine du conflit, Arlette Grimbert a pris la défense de son amie Angela. Dans une lettre, elle demandait à la juge de la laisser vivre en paix avec son amie. Dans l'écrit de Madame Grimbert à la juge, elle terminait sa demande d'être laissée tranquille en écrivant « Fort probablement, si j'avais été une personne démunie, le regard qu'on pose sur mon ami aurait été des plus élogieux. Et que, fort probablement aussi, personne ne se serait soucié de mon sort. » Dix ans après les faits, Angela est toujours en guerre judiciaire avec l'administrateur bruxellois. Elle lui réclame notamment des dommages et intérêts. A-t-elle vraiment des chances d'aboutir? Peut-être. Laurence, notre troisième témoin, vient de remporter une bataille. L'avocat controversé était l'administrateur de son grand-père. Mon grand-père, c'était mon pilier. Il faut savoir que mon grand-père m'a élevée et que j'ai vécu chez lui. C'est lui qui m'a payé l'université. Et on était deux. On était très fusionnels. Un administrateur de biens s'est avéré nécessaire parce que mon grand-père est rentré en maison de repos. Il ne pouvait plus vivre chez lui tout seul. Et la maison de repos m'a conseillé vivement d'officialiser mon rôle. Et donc, c'est moi qui ai été nommée à la base administratrice provisoire de ses biens. Et c'était très bien puisque je gérais quand même son argent et son patrimoine depuis des années. Et ça officialisait la chose. Donc j'avais vraiment l'impression d'être protégée, comme on m'avait dit, et qu'on officialisait ma fonction. En 2013, le modus operandi se reproduit. Laurence doit faire des travaux dans la maison de son grand-père. Pour éviter tout conflit d'intérêts,
un juge de paix désigne une fois de plus l'avocat bruxellois. À partir de ce moment-là, nous avons un nouvel administrateur provisoire qui est rentré dans notre vie et qui, en quelques semaines, a tout fait pour m'évincer et prendre ma place. Et c'est ce qui est arrivé. Le nouvel administrateur provisoire, avec différentes techniques d'humiliation, comme si j'étais une menteuse ou une voleuse, enfin, évidemment il y a de l'émotionnel dans ce que je vous dis, a convaincu la juge de paix de prendre totalement ma place. Je n'ai plus accès à rien. Et ce n'est qu'au décès de mon grand-père que j'ai été vérifier les comptes et que je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait plus d'argent. Zéro. Les comptes du grand-père sont vides. 80 000 € évaporés. Laurence ne va pas se laisser faire. Pour se défendre, Laurence décide de prendre un avocat. Même s'il doit s'attaquer à un confrère, Maître de Wachter n'hésite pas à prendre le dossier. Le fait de voir des personnes en faiblesse, dans un état vulnérable, et de savoir que certains pourraient ou en profitent, m'est absolument insupportable. La personne protégée devrait toujours avoir un avocat à ses côtés, d'autant plus que c'est une personne vulnérable. Après 10 ans de combat, le duo remporte une bataille devant une juridiction civile. Le tribunal de première instance a reconnu, d'une part, qu'il y avait eu des prestations au-delà de toute raison effectuées par cet administrateur. Sur cet aspect-là, il a été condamné. Et d'autre part, il y a un volet surfacturation dans des travaux notamment ou essentiellement de toiture, et il a accepté de régler les dommages subis par ma cliente sans repasser devant le juge. Pour avoir triché sur les prestations et les travaux surfacturés, l'administrateur doit rembourser 20 000 €. On est loin des 80 000 € du grand-père. Et ce n'est pas l'administrateur poursuivi, mais son assurance en responsabilité professionnelle qui payera. Pour Laurence, c'est quand même une victoire, après des années de lutte. Alors mon grand-père est décédé et je dois avouer que je n'ai jamais osé lui dire tout ce qui s'est passé et je suis heureuse qu'il soit parti sans le savoir parce que s'il avait su que tout le travail de sa vie est parti dans les poches de quelqu'un qui n'était pas honnête, je crois qu'il aurait vraiment été mal pour sa petite fille qui est restée avec ça sur les épaules après son départ. Voilà, donc je suis très contente de moi de l'avoir protégée de ça. C'était un administrateur qui, il y a encore pas si longtemps, gérait seul plus de 300 dossiers, ce qui est totalement impensable. La question est, que sont devenus les 300 administrés pendant toute cette époque? Comment se fait-il que les magistrats ne se sont pas rendus compte qu'ils traitaient 300 dossiers, n'ont pas demandé s'il avait le secrétariat adéquat, s'il avait l'infrastructure adéquate? Non. Il était désigné, parce qu'au feeling, on le trouvait bien sympathique et on le nommait à tire-larigot. Ça ne va évidemment pas. J'espère que cette personne ne peut plus administrer d'autres biens d'autres personnes. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être neutralisé. Ce n'est plus possible que cette personne puise dans le patrimoine d'autres personnes. Pour Laurence, ce fut un long combat judiciaire. Pour Angela, ce n'est pas encore terminé. Maria, elle, ne croit plus en la justice. Après les premières accusations, l'avocat bruxellois a quitté le barreau. Gère-t-il encore des dossiers? Quand on le vérifiera, on sera surpris. Mais il y a d'autres scandales. Avec des administrateurs qui fraudent, parfois pendant des années. À Liège, comme à Charleroi.
Le dernier cas en date, c'est une consoeur qui payait finalement 13 fois la maison de repos au lieu de 12 fois. Sauf que la 13e fois, c'était sur son compte. Ça passait au bleu. Mais ce qui est hallucinant, c'est que ça a duré des années. L'autre cas est encore différent, puisque là, ce qui a été révélé, c'était que l'avocat avait accès au compte épargne. Ça, c'est lunaire, hein, parce que je n'ai jamais eu, sur les centaines de dossiers que j'ai traités, d'ordonnance qui me permettait d'avoir accès au compte épargne. Dans la catégorie fraudeur, celui qui décroche la triste palme d'or, c'est lui, Jean-Luc Burlion. Il a détourné 11 millions d'euros sur les comptes d'une centaine de personnes vulnérables. Il l'avait reconnu publiquement à l'époque. Je ne pense pas qu'on se dit à un moment donné on va détourner des sommes. Je crois que si à un moment donné j'étais amené à commettre des infractions, il y a d'une part la situation où on est face à peut-être des capitaux qui sont à un moment donné extrêmement importants. Et puis on se dit, une fois on le fait, je dirais presque même, c'est peut-être malheureux de dire ça, mais par hasard, et ça passe, et voilà. 10 ans après le scandale, il n'a pas remboursé tout ce qu'il doit aux victimes ou à leurs proches. L'Office central de confiscation et de saisie l'a toujours à l'œil. On a vu des dossiers qui pendant des années sont restés entre guillemets dormants, et puis un beau jour est apparue une somme par un pur hasard, d'un transfert, d'une création de société ou autre. Ça peut arriver aussi. C'est rare, mais ce n'est pas impossible. Avant de savoir ce que sont devenus Jean-Luc Burlion et l'ex-avocat bruxellois, Je voudrais parler à Monsieur Burlion. Et je vous ouvre et je vous l'appelle. Investigation découvre une nouvelle affaire. Dans un home en région liégeoise, nous rencontrons Hélène, 76 ans. Elle est multimillionnaire. Elle n'a pas d'enfant. Même si elle est très affaiblie par une grave maladie, même si elle éprouve des difficultés à s'exprimer, elle tient à témoigner. Vous êtes arrivé dans ma vie où je n'avais plus du tout. Je ne demandais qu'une chose, c'est de mourir. Mentalement fragile, Hélène est sous administration de biens depuis des années. Elle se souvient très bien du jour où les services sociaux lui ont présenté son administrateur de biens, début des années 2000. Ils sont venus me trouver, et on me l'a présenté, et on m'a dit que ce serait mon administrateur, mais je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Et la première chose qu'il a faite, c'est me dire que je devais lui verser 700 000 francs. Belge. Oui. Pour son travail, pour le début de son travail, pour mettre en route les choses. Je n'ai jamais su si c'était réel de devoir payer ça. Il se moquait plutôt de moi et je ne sais pas comment dire. C'est ça, se moquer de moi. Pendant 14 ans, l'avocat ardennais gère la fortune d'Hélène, jusqu'en 2019. Il y a 3 ans, le parquet général de Liège ouvre une enquête. Il suspecte des détournements. Hélène est-elle une proie facile ? Avant le home, Hélène habitait près de Durbuy, dans la maison familiale. Après le décès de ses parents, fille unique, elle hérite de toute la fortune, plusieurs dizaines de millions d'euros. Un voisin a bien connu Hélène à l'époque. C'était en 2001. C'était une dame un peu réservée, mais très gentille, très sympathique, qui avait énormément de connaissances. Quelqu'un qui avait beaucoup de... En plus, elle était très charismatique, fort bien éduquée.
Hélène faisait souvent appel à son voisin. J'étais son majordome, somme toute. Je prenais sa voiture, sa Mercedes, il fallait faire les courses au Deleuze. Et quand on avait fait ses courses, je revenais, je garais le véhicule. Et puis, hop, on rangeait les courses dans la maison. Et n'hésitez pas à donner le petit billet lorsque on l'aidait. C'est une dame que je regrette beaucoup, une grande dame. C'était plutôt quelqu'un d'aimant. Et je pense qu'elle était tellement spontanée, elle reste, qu'elle se fait arnaquer. Hélène s'est-elle fait arnaquer? Aujourd'hui, elle aussi se pose la question. Selon elle, son administrateur ne l'a jamais informée de l'évolution de son patrimoine. Je lui fais une liste pour qu'il me réponde, pour que je lui pose des questions à ceci, à cela. Il n'a jamais répondu à une seule question. Alors, quoi? Je me suis sentie très, très, très seule. Au maximum seule. Après les témoignages d'Hélène et de nos autres victimes, après les autres scandales, on s'interroge. Les administrateurs professionnels sont-ils contrôlés? Par qui et comment? Nous retrouvons Annie Lejour. Elle rédige un document essentiel, son rapport financier sur la gestion d'un administré. Ces rapports, c'est par définition l'obligation que j'ai une fois par an de rendre un rapport succinct de ma gestion avec les livres journaux du compte, donc les pièces bancaires. Et c'est la même obligation d'ailleurs que ce soit un avocat ou une personne de la famille qui est administrateur, peu importe. L'obligation, elle est légale, c'est que je dois rendre ce rapport. Ces rapports annuels doivent être contrôlés par le juge de paix. Pour les rédiger, l'avocate consulte ses facturiers. Alors, dans chaque farde, en réalité, il y a les factures. Et chaque facture est à disposition d'ailleurs du juge de paix, si on me le demande, est référencée. C'est vraiment une gestion comptable comme je le fais pour ma propre comptabilité en réalité. C'est extrêmement simple, mais ça doit être bien tenu. Et la personne protégée peut me demander à tout moment de présenter cette comptabilité. Je sais la fournir, il n'y a aucun souci. C'est le principe de la gestion de biens. C'est-à-dire que je dois pouvoir avoir systématiquement une pièce comptable pour chaque écriture comptable. On se demande combien l'administratrice a eu de contrôle approfondi. Sa réponse va nous surprendre. Je suis avocat depuis 1999. Je suis désignée très très vite après mon arrivée au barreau. Et je pense que j'ai géré 200 dossiers. J'ai eu un contrôle. Le monde de l'administration est-il un paradis pour les fraudeurs? Qu'en est-il des contrôles? Le Conseil supérieur de la justice veille au bon fonctionnement de la justice. En 2019, il tire la sonnette d'alarme après un audit réalisé dans les 187 justices de paix de l'époque. Les résultats sont interpellants. Le contrôle financier des rapports n'est généralement qu'un contrôle marginal. Sur le suivi des rapports, là ça varie. Mais dans certaines justices de paix, le contrôle est minimal ou carrément inexistant. À la même époque, le politique réagit. Un nouvel article de loi oblige clairement le juge de paix à vérifier qu'il n'existe pas des indices sérieux de fraude. Depuis la loi et l'audit, les juges de paix ont-ils serré la vis? Nous retrouvons le juge de paix liégeois. Un jour par semaine, il contrôle les rapports de ses administrateurs. Les recettes pour tricher, il les connaît bien. On peut avoir des prestations exagérées.
puisque l'avocat a un fixe de 3%, mais s'il a des prestations exceptionnelles, il peut facturer des heures de prestations exceptionnelles supplémentaires. L'avocat peut aussi, dans certains cas, rédiger trop de courriers et, de cette manière-là, faire tourner la planche à billets en démultipliant le poste courrier. Dans ce document, issu d'une journée d'échange professionnel entre juges de paix, d'autres types de fraudes, plus graves. Vente des biens à bas prix avec une enveloppe en dessous de table, où le prix du bien vendu n'a pas été versé sur le compte de la personne protégée. Mention de prestations inutiles ou paiements effectués sur le compte personnel de l'administrateur avec l'indication d'un autre bénéficiaire. Et on en passe. Problème, pour détecter les fraudes, le juge rencontre des obstacles. Nous avons des ordinateurs obsolètes, un programme qui remonte à Mathusalem, qui est d'une lenteur épouvantable et qui ne permet pas facilement de faire des contrôles dans les chiffres et dans les informations bancaires. Maintenant, il faut être réaliste. J'ai 1700 dossiers d'administration, donc j'ai normalement au moins 1700 rapports par an qui arrivent sur mon bureau. Je contrôle et j'essaye de le faire le mieux possible. Voilà. Sur les bureaux des juges de paix, les demandes d'administration s'accumulent et les juges sont moins nombreux depuis la restructuration des cantons. C'est important aussi de pouvoir faire une vérification très objective et de dire voilà, je souhaiterais que l'on vérifie 3 années de comptabilité. Mais enfin, rigoureusement, pour nous, c'est impossible de faire ce genre de choses, si ce n'est par coup de sonde. Et d'ailleurs, comment pourrait-on faire autrement, si ce n'est passer 24 heures du jour et de la nuit à enquêter sur chaque mouvement bancaire, des centaines de dossiers en protection que nous avons en justice de paix, en plus de toute notre activité judiciaire, faut-il le préciser, on ne fait pas que ça. Ça devrait presque être un métier à part entière, la protection judiciaire, tant si on veut aller au fond des choses, et notamment du contrôle, mais pas seulement, il y a d'autres choses qu'on pourrait approfondir, tant c'est impossible. Les juges n'ont pas le temps de tout contrôler. De plus, il y a des fraudes incontrôlables. Pour vider le coffre en banque d'un administré, rien de plus facile. Si vous avez un système d'administration de biens, l'administrateur qui vous représente peut ouvrir le coffre sans votre présence. Pour l'inventaire, l'administrateur peut le faire sans aucun témoin. La question des coffres en banque est délicate. Alors la plupart des administrateurs font très bien cela. Font venir des membres de la famille, l'entourage, l'avocat, parfois, mais pas tous. Depuis l'audit et la nouvelle loi, les juges de paix doivent serrer la vis. Vu les coffres et le manque de moyens, il subsiste des failles énormes dans le système de contrôle. Pas étonnant que certains en profitent pendant des années. Que sont devenus les 2 administrateurs condamnés? Sont-ils hors d'état de nuire? Et l'administrateur d'Hélène, a-t-il dérapé lui aussi? Nous enquêtons d'abord sur l'avocat ardennais, celui qui a géré la fortune d'Hélène pendant 14 ans. La justice de paix de Spa a débarqué l'administrateur en 2019, quand il projette de verser la fortune d'Hélène à une fondation post-mortem. Dans la gestion de l'avocat, il y a des éléments troublants. Parmi eux, des frais de voyage. 4 500 € pour un voyage en Asie, apparemment privé. Des prélèvements d'honoraires anticipés sans l'aval du juge. Enfin, un curieux prêt d'1 200 000 €. À qui et pourquoi? Nous tentons d'obtenir des explications de l'avocat. Nous ne pouvons répondre à votre appel pour le moment et nous vous invitons à laisser un message après le bip sonore. Dans l'attente d'une réponse, nos recherches nous mènent à Ciné.
Nous allons bientôt en savoir plus sur le fameux prêt. Je serai dans 10 minutes. La personne que nous attendons, c'est le bénéficiaire du prêt. Je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique sérieuse autour du café. Il s'appelle Dimitri Lecarte. Il a travaillé au Guatemala pour des ONG. En 2014, il a créé une société coopérative pour vendre du café. Donc c'est ça notre force aussi, c'est qu'on a Vous allez bien? Voilà. Bonjour. Surprise. Donc je me présente Martine R. Bonjour. Bonjour. Vous filmez là? Déjà? Oui. Dimitri Lecarte nous raconte qu'il a reçu le fameux prêt en 2014. Selon lui, c'était pour financer un projet personnel. J'ai rencontré Maître un jour dans un projet coopératif. Et donc, il m'a dit, c'est chouette, voilà, je trouve que c'est chouette ce que tu fais et tout. Et on pourrait éventuellement discuter un jour d'une aide, d'un argent prêté pour un projet. L'argent qu'il reçoit, 1 200 000 €, c'est l'argent d'Hélène. Était-il au courant? Vous saviez la provenance de l'argent qu'il vous prêtait? Je l'ai su au moment de signer le contrat, donc il y avait le nom de la personne qui prêtait l'argent. Hélène Collard. Voilà, c'est ça. Mais sincèrement, voilà, moi je ne me suis pas posé plus de questions. Je voyais plus ce qui allait être fait que vraiment la provenance des fonds. Le projet de Dimitri Lecarte est selon lui un projet agroforestier au Guatemala. Là-bas, les populations locales se déplacent pour travailler dans les plantations. Grâce au projet, il y aurait un habitat permanent, avec du travail toute l'année dans des plantations de café et de cacao. De plus, le prêt serait un bon placement qui rapporterait gros, 10% de rendement. Une promesse non tenue. On a acheté 250 hectares de terre pour les populations locales. Et puis, ben voilà, le Covid, la situation politique n'est pas toujours facile, ben ça prend un peu de retard. Le prêt, était-ce un mauvais placement ou une magouille? Et le voyage en Asie? Les provisions et le projet de fondation? Son avocat nous a répondu. L'administrateur réserve ses réponses au magistrat. Présumé innocent, il conteste toutes les accusations. Quant à Dimitri Lecarte, aujourd'hui, il doit rembourser le fameux prêt. Il s'est mis en faillite. Hélène se demande si elle sera remboursée un jour. Je me sens révoltée et c'est ça que souvent je ne dors pas. Je me laissais trop faire. Mais qu'aurais-je fait de plus? Par qui? Comment? Dans quelques mois, la Chambre des mises en accusation de Liège devrait se prononcer sur le sort de l'ancien administrateur d'Hélène. Et qu'en est-il de l'administrateur bruxellois aux 300 dossiers? Condamné dans l'affaire de Laurence, mis en cause par Angela et Maria, gère-t-il encore des affaires? Nous vérifions dans le Moniteur belge, là où sont publiées les désignations des administrateurs de biens. L'ex-avocat bruxellois est encore désigné, en 2019, surtout par la justice de paix d'un canton bruxellois. Pour en savoir plus, on se rend sur place. Le juge de paix est absent, mais on obtient quand même une information. Est-ce que vous savez combien de dossiers monsieur gère encore? Il y a encore des personnes protégées, peut-être encore 20 à 25 à ce moment. D'accord. Oui. Malgré ses déboires, l'ex-avocat gère encore des dossiers. Nous lui avons laissé des messages. De réagir par rapport à ces accusations. Nous l'avons cherché pour qu'il puisse répondre aux accusations de nos 3 témoins. Nous n'avons obtenu aucune réponse.
Qu'en est-il de celui qui décroche la triste palme d'or des fraudeurs, Jean-Luc Burlion? Le Brabant wallon. C'est là qu'on retrouve la trace de l'homme qui a détourné plus de 11 millions d'euros. 9 ans après sa condamnation, il n'a pas encore remboursé tout ce qu'il doit. Le fera-t-il un jour? On apprend que Jean-Luc Burlion travaille aujourd'hui dans une société de logements sociaux et dans un service de secours. Oui, bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Burlion, s'il vous plaît, Jean-Luc. Oui, je vous ouvre et je vous l'appelle. Merci. Bonjour, monsieur. Vous cherchez M. Burlion? Oui, voilà. Il n'est pas là, il n'est pas ici. Finalement, ce n'est pas Jean-Luc Burlion, mais le président de l'association qui arrive. Il nous apprend que l'ex-administrateur travaille comme bénévole. C'est un centre de secours où la majorité des gens travaillent bénévolement. D'accord. C'est le plus grand centre de secours du pays. Et vous êtes content de lui? Ah, formidable, hein? De dévouement, etc. Il nous le rend bien. L'ancien escroc s'est reclassé. Il a refusé l'interview, mais il a accepté de nous parler. Il dit qu'il regrette ce qu'il a fait. Il ajoute qu'il ne pourra pas rembourser tout ce qu'il doit. Il dit qu'il n'a plus d'argent. Aujourd'hui, l'ex-administrateur condamné ne gère plus aucun dossier. Après notre plongée dans le monde de l'administration, nos sentiments sont partagés. D'abord, nous ne sommes pas rassurés. Les contrôles présentent toujours des failles. S'il nous arrivait demain d'être incapables de gérer nos biens, nous ne serions pas à l'abri d'administrateurs mal intentionnés. La loi de l'administration doit protéger les plus vulnérables. On a constaté son efficacité. On a aussi pris conscience, en cas de dérapage, des conséquences financières et psychologiques. Je voudrais que la justice fasse son travail et je voudrais récupérer ce qui me revient de droit. On a mis une procédure de plus de 10 ans. La procédure a coûté tout aussi cher que ce qu'on pourrait éventuellement récupérer comme argent, mais ça, c'est pas grave. L'honneur est sauf, je vais dire, et surtout, mon grand-père n'a pas su ce qui s'est passé. Il y a encore une action en cours. Je n'ai pas beaucoup d'espoir. J'ai tenté toutes les voies légales. Je ne pense pas que j'aurai gain de cause. J'aimerais bien le rencontrer. Je crois que si je le rencontre, je pense qu'il va devoir me rembourser. Oui, je lui laisserai pas le choix. Mais je le trouve pas. C'est un dossier qui se referme avec beaucoup d'amertume, mais quelque part, le soulagement que ça soit fini, que cette protection, cette emprise soit terminée. À la fin de notre enquête, on se demande encore si des moyens seront octroyés pour améliorer les contrôles. Le ministre de la Justice ne nous a jamais répondu. Après avoir décodé la loi de l'administration, on espère que vous serez désormais mieux armés pour en éviter de possibles dérives. Voilà pour cette enquête. Sachez que vous pouvez à tout moment désigner la personne, un proche de votre choix, qui administrera vos biens au moment venu. Vous pouvez enregistrer son nom dans un registre national via le notaire ou via le greffe de la justice de paix de votre arrondissement. Si vous avez d'autres questions, une seule adresse, investigation@rtbf.be. La semaine prochaine, enquête sur les agressions sexuelles dans les bars. Les victimes sont parfois droguées au préalable par leur agresseur, un phénomène qui prend de l'ampleur. Nous avons enquêté sur ces drogues du viol et recueilli de nouveaux témoignages interpellants. Cette nuit, là, je monte dormir ou on me fait monter dormir.
Il y a un garçon qui m'accompagne et un autre garçon qui nous rejoint. Et là a lieu le viol par 2 garçons. Il me semble que de ce que j'ai pu collecter comme information, que c'est donc un acte sexuel à 3 personnes. Clairement, moi, j'ai aucun souvenir. Rendez-vous donc mercredi prochain. D'ici là, continuez à nous suivre sur toutes les plateformes, notamment sur notre page Facebook. Très bonne soirée.